tarder, je vais inviter Tana Stromboni, Thomas Kirsbaum, Emmanuel Riva et Pierre Grousson à me rejoindre pour cette première table ronde. Donc c'est bon, tout le monde est installé de notre côté. Bonjour, Tana Stromboni, je suis chargée d'études et d'évaluation au sein de l'INJEP et j'ai eu la chance de piloter l'évaluation nationale du programme des cités éducatives du côté de l'INJEP, donc un travail qui a commencé pour nous en 2021 et qui a été mené donc sous l'égide de la coordination nationale du programme des cités éducatives et en collaboration donc avec 3 équipes d'évaluation qui viennent d'être mentionnées. Je vous présenterai parce qu'ils sont ce matin avec moi donc pour le retour sur les grands enseignements de ce programme, Pierre Grousson du cabinet Pluricité, Emmanuel Riva de l'agence phare et Thomas Kirsbaum qui était en collaboration avec le cabinet Jeux de vie. Donc nous avons à peu près 1h15 à passer ensemble. Dans un premier temps pour faire un rappel des choix méthodologiques, des objectifs et des enjeux de l'évaluation. Dans un second temps, je présenterai donc les grands enseignements transversaux que nous avons retenus au sein de l'INJEP des rapports d'évaluation qui nous ont été remis donc, par les équipes d'évaluation avec lesquelles nous travaillons. Et puis je laisserai la parole aux professionnels qui sont à mes côtés pour approfondir les enseignements, peut-être les nuancer, puisque ce qu'on vous présente, nous, ce sont bien des enseignements transversaux, mais on va voir que sur chacune des thématiques, il y a pu y avoir des spécificités, donc tout ça vous sera expliqué. Bien avoir aussi à l'esprit que les tables rondes qui vont suivre permettront aux évaluateurs d'approfondir l'ensemble de ces enseignements. Et vous aurez aussi loisir de nous poser quelques questions à la fin de ce premier temps de présentation et d'approfondir peut-être les questionnements lors des différentes tables rondes. Donc une démarche menée sur plusieurs années. Pourquoi ? Pour nourrir la réflexion sur le déploiement des cités éducatives. Et je pense que ces premiers enseignements, ces résultats arrivent aussi au bon moment, puisqu'on sait que de nombreuses nouvelles cités éducatives vont voir le jour, mais aussi mettre à disposition des enseignements opérationnels pour les cités, pour les acteurs de terrain. Et on espère en cela que vous trouverez matière à réflexion, ou en tout cas à échange aujourd'hui avec nous. Donc, voilà, donc dans un premier temps, je vais revenir sur la méthode et les enjeux de cette évaluation nationale. Comme ça a été évoqué, 15 cités ont été évaluées. À nouveau, je tiens vraiment à remercier tous les acteurs de terrain qui ont accueilli les équipes d'évaluation sur les différents temps d'observation et qui, en effet, ont passé du temps avec eux pour leur expliquer le fonctionnement de leur cité. Donc 15 cités évaluées, 5 cités par thématique, puisqu'on a 3 grands axes d'évaluation qui sont issus des grands objectifs du programme. La continuité éducative, un objectif central du programme que l'on va donc évoquer tout au long de cette journée, qui vise à assurer la continuité entre les acteurs, les espaces et les temps scolaires et périscolaires. Donc il nous semblait vraiment important d'avoir une évaluation centrée sur ces objets. L'orientation insertion, puisqu'il y a vraiment un objectif de prise en charge dans le programme des jeunes de 0 à 25 ans, qui vous sera donc présenté par Pierre Grousson. Et puis la place des familles, parce qu'elle s'inscrit dans l'ambition citoyenne et participative du programme, qui sera notamment évoqué par Emmanuel Riva, et la continuité éducative par Thomas Kirsbaum.
Voilà, donc des approches principalement qualitatives, même si on reviendra dessus. Il y a 3 analyses de revue de projet 2021 qui ont été réalisées par les cabinets d'évaluation. Sonia Louab, qui est chargée d'études et d'évaluation comme moi à la MEP, a aussi réalisé une analyse des revues de projet de 2022. Donc ça nous a permis parfois de prendre un petit peu de hauteur aussi par rapport aux éléments qualitatifs, en tout cas de les interroger plus largement. Mais voilà, principalement, on sera sur une approche qualitative qu'on va vous présenter voilà, tout au long de cette présentation. Donc on avait ces 3 grands axes, mais on a aussi souhaité finalement proposer une approche globale de ce programme qui est, voilà, somme toute assez complexe puisqu'il touche différentes dimensions. Donc on a voulu se demander en quoi cette nouvelle méthode de travail plus transversale et interinstitutionnelle a été en mesure ou pas d'engendrer des évolutions finalement sur l'alliance éducative. Est-ce que le nouveau mode de gouvernance, est-ce que ces méthodes de travail qui ont été proposées par le programme ont permis ou pas de constituer l'alliance éducative? Une fois cette alliance éducative constituée, est-ce qu'on peut constater une évolution de l'offre? Est-ce que le fait de travailler voilà, plus fortement de manière interinstitutionnelle permet de transformer l'offre éducative? Et in fine, est-ce que ces différentes évolutions ont permis d'engendrer des effets sur les parcours des jeunes et des familles ou sur les pratiques professionnelles? Donc vous verrez que cette dernière dimension, ça a été vraiment la plus difficile à interroger pour nous, pour différentes raisons sur lesquelles nous reviendrons. Donc ça a été dit aussi en introduction, mais je pense qu'il est important de garder en esprit que cette évaluation ne cherche pas à statuer sur l'efficacité du programme. On est vraiment sur une démarche voilà, qualitative qui va nous permettre plutôt d'identifier éventuellement des difficultés, des conditions de réussite du programme. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mieux comprendre des processus, que ce soit des processus de prise de décision, de choix des actions, de constitution d'une approche territoriale, mais non pas de porter un point final sur l'efficacité d'un dispositif. Alors, quelques chiffres clés sur la méthode qui a été déployée. Pardon, vous m'entendez bien d'ailleurs? N'hésitez pas à me dire si c'est pas super. Voilà, donc quelques chiffres clés sur la méthode déployée par les 3 équipes d'évaluation. 5 cités, donc suivies par thématique par chacune des équipes. On voit qu'il y a près de 500 entretiens qui ont été réalisés par les équipes. C'est quand même impressionnant, en tout cas de mon point de vue, que ce soit auprès d'acteurs institutionnels, de pilotes, de partenaires, de porteurs d'action, mais aussi auprès de jeunes et de parents d'élèves. Voilà, donc un vrai travail de terrain avec aussi des actions observées, des observations sur chacune des cités éducatives, 28 actions observées et analysées. Et donc, je le disais tout à l'heure, 80 revues de projet 2021 analysées sur chacune des thématiques. Donc, quel a été le rôle de l'INJEP finalement face à tout ce travail qui a été produit? Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'était opérer une coordination entre le travail de terrain et d'analyse réalisé par les 3 équipes d'évaluation et éclairer les résultats de chacun des rapports à l'aune des autres. C'est-à-dire qu'on a pu observer finalement, en lisant les différents travaux d'évaluation, des enseignements... merci beaucoup. On a pu dégager des enseignements transversaux et quelque part faciliter une montée en généralité des enseignements lorsqu'on s'est rendu compte que les équipes d'évaluation partageaient de grands enseignements. Néanmoins, il nous faut rester prudents, modestes sur la portée des enseignements, puisqu'on le soulignait, ce sont 15 cités éducatives qui ont été évaluées. Donc, on peut penser que dans une certaine mesure, de grands enseignements qui sont observés sur 15 cités peuvent se retrouver sur une part plus grande de cités éducatives, mais tout ça reste ouvert à la discussion. Et donc, nous avons aussi cherché à appuyer une partie des enseignements par une analyse des revues de projet 2022. Donc quelques enseignements transversaux. Donc je vous propose, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter quelques grands enseignements transversaux sur la mise en œuvre de l'alliance éducative. Ensuite, je donnerai la parole
aux participants juste à côté de moi pour qu'ils puissent en effet approfondir et nuancer peut-être ces grands enseignements. Et ensuite, je vous présenterai dans un second temps donc plutôt les enseignements qui portent sur l'offre éducative et sur les effets. Donc la première dimension qu'on a souhaité regarder le plus précisément possible, c'était la mise en œuvre de l'Alliance éducative. L'Alliance éducative qui est donc un des objectifs phares du projet, qui vise à finalement consolider une communauté éducative qui comprend les professionnels de l'éducation, de l'enseignement, les parents, les services de l'État, avec différents objectifs. Donc mieux coordonner les acteurs et les dispositifs existants, intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes, mais aussi assurer la continuité entre les acteurs, les espaces et les temps scolaires et périscolaires. Pardon. Ce qu'il est aussi important de souligner, parce qu'on va l'aborder dans quelques instants, il y avait aussi une forte volonté de créer une communauté qui partage des valeurs communes et des objectifs communs. Et ça, on va voir que parfois, ça a pu faire un petit peu défaut sur les territoires, mais ça reste ouvert à débat. Donc, on a questionné dans un premier temps la composition des instances de gouvernance. Est-ce que les différentes institutions et parties prenantes y sont représentées? On s'est demandé si il y avait la constitution d'approche territoriale, c'est-à-dire est-ce que les principaux acteurs de la cité éducative sont parvenus à s'accorder sur des publics ciblés, des constats partagés, des objectifs communs. On s'est ensuite demandé si on pouvait observer des logiques ascendantes et participatives qui visent à intégrer à la démarche et aux prises de décision des acteurs de terrain et des habitants. Et enfin, on s'est demandé si ces nouveaux modes de gouvernance entraînaient un renforcement, voire un renouvellement du partenariat sur les thématiques étudiées. Donc peut-être la première plus-value et voilà, la grande réussite, j'ai envie de dire, de ce programme et qu'il faut bien souligner, c'est qu'on observe une gouvernance qui va induire des rapprochements au niveau institutionnel assez efficaces. On a une troïka qui a été effective sur l'ensemble des territoires. Tous les territoires étudiés ont bien pensé cette troïka interinstitutionnelle. Donc on observe un vrai renforcement de la collaboration de l'éducation nationale, de l'État et des collectivités, du moins du point de vue institutionnel. Mais ça a déjà beaucoup d'avantages. On a pu, grâce à cette plus grande collaboration, avoir un partage des diagnostics et des besoins. On a pu mieux connaître l'ensemble de l'offre éducative, mettre en œuvre davantage d'actions partenariales, voire déployer des actions plus largement auprès d'un public scolaire. Et donc ça, c'est non négligeable. La gouvernance a aussi souvent été élargie sur les territoires. Néanmoins, on note qu'il y a toujours des acteurs qui sont absents ou des acteurs diversement investis au sein de ces instances de pilotage. Donc, par exemple, les départements, les régions, les EPCI ne sont pas toujours investis, ne sont pas toujours mobilisés sur ces instances de pilotage. Et enfin, des parents, et ça on va vraiment approfondir cette dimension aujourd'hui, des parents et des associations qui sont peu inclus dans les instances de pilotage. Alors attention, les associations portent énormément d'actions des cités éducatives. Néanmoins, il me semble que concernant les 80 cités de la première vague, on a à peu près 20% des cités qui incluent des associations dans leurs instances de pilotage, et on est autour de 10% pour les parents, mais on va voir qu'il y a aussi d'autres possibilités pour inclure les parents dans la démarche. Donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on observe aussi, je pense que c'est l'enjeu de nos discussions, de nos tables rondes aujourd'hui, mais une difficulté à construire des approches territoriales de la place des familles, de l'insertion et de la continuité éducative. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent sur les territoires des définitions différentes de ce que doit être la place des parents ou de ce que devrait être la continuité éducative. Donc ça s'explique finalement de différentes manières. Dans un premier temps, peut-être parce que on est dans un programme qui vise vraiment à l'appropriation territoriale des grands enjeux. Donc on a eu des orientations nationales plutôt larges en fait sur les grandes dimensions à traiter, dans la mesure
mesure où l'idée était que les territoires puissent construire eux-mêmes leurs définitions, puissent eux-mêmes prioriser leurs actions, mais finalement ça a pu déstabiliser certains territoires qui ont pu avoir du mal à prioriser ou à s'entendre sur des enjeux centraux des cités. Enfin, on a aussi des institutions qui peuvent avoir tendance à faire valoir leurs priorités en matière de politique éducative, c'est-à-dire que tous ces partenariats ne se mettent pas en place sur un terrain neutre. On a des institutions qui avaient des objectifs antérieurs et qui, même dans le cadre des cités éducatives, continuent à faire valoir leurs objectifs institutionnels en premier lieu. En ce qui concerne les partenariats, donc ce qu'on peut noter, c'est qu'on a vraiment des partenariats qui vont renforcer les interconnaissances. Donc c'est un premier point positif, c'est celle du renforcement de l'interconnaissance. Voilà, toutes les instances de concertation, mais aussi les actions coportées ou mises en œuvre par différentes institutions ont permis de renforcer l'interconnaissance. Néanmoins, la mobilisation de nouveaux acteurs sur les territoires n'est pas forcément un phénomène majoritaire. Donc voilà, vous pourrez nous dire ce qu'il en est aussi sur vos cités éducatives, mais on reste plutôt sur des partenariats qui étaient déjà en place. Donc certains acteurs sont également encore peu mobilisés, et ça je pense que ça sera également évoqué tout à l'heure, mais notamment on s'est rendu compte que sur la thématique orientation-insertion, finalement les acteurs économiques ou de l'insertion n'étaient pas forcément mobilisés sur les cités. Enfin, on peut noter que les partenariats recouvrent des réalités très diverses. On a des partenariats, on va dire, de premier niveau qui vont permettre, c'est déjà important, mais qui vont permettre de réorienter des publics, mais on n'a pas forcément des partenariats qui sont vraiment dans la co-construction et dans le coportage des actions, ou en tout cas, ce type de partenariat n'est pas majoritaire sur les cités observées. Par ailleurs, on note aussi des rapports de force qui peuvent parfois être invisibilisés dans les discours, mais ils sont présents sur les territoires, donc parfois on parvient à les dépasser. Néanmoins, on note, et je pense que ce point sera abordé par Thomas Kirsbaum et également Marie-Charlotte Hallam plus tard, qui a également travaillé avec l'INJEP, sur l'asymétrie dans la relation éducation nationale-association, qui est plutôt en défaveur des associations, puisque, par exemple, quand on a un travail sur la continuité éducative, celui-ci va plutôt se faire en fonction des attentes et des référentiels scolaires. Et les associations vont devoir, quelque part, répondre aux attentes scolaires pour pouvoir intégrer la dynamique. On a aussi des logiques de concurrence qui ont été observées autour de la répartition des financements, par exemple, ou du choix des actions à mettre en œuvre. Donc, ce qu'on peut dire sur cette alliance éducative, aujourd'hui, on est plutôt sur une mise en œuvre partielle de l'alliance éducative, en tout cas au niveau des territoires qu'on a observés, avec une réelle plus-value, et je pense que c'est important de le souligner aujourd'hui. On a un vrai renforcement de la participation de l'éducation nationale aux instances de pilotage, et ça, c'est vraiment non négligeable. Par rapport peut-être à d'autres programmes comme le PRE ou le PEDT, les acteurs ont fait part d'une participation accrue de l'éducation nationale. Mais néanmoins, des difficultés qui perdurent. On se rend compte que partager une approche territoriale de la continuité éducative ou de la place des familles ou de l'insertion, c'est pas encore gagné. Mobiliser au-delà du cercle institutionnel les acteurs de terrain, les associations et les familles, c'est aussi assez difficile. On s'est rendu compte que sur les territoires, finalement, bien souvent, les acteurs de terrain, les professionnels de l'éducation, avaient peu connaissance des enjeux de la cité éducative, de ses objectifs. Ils n'étaient pas forcément au courant des priorisations qui avaient pu être effectuées sur le territoire. Et enfin, une autre difficulté qu'on vient d'aborder, on se rend compte que construire une alliance éducative égalitaire qui légitime l'ensemble des acteurs de la cité éducative reste un enjeu important et pour lequel les cités rencontrent souvent des difficultés.
Alors, je vais maintenant laisser la parole donc aux représentants des équipes d'évaluation qui vont approfondir ces enseignements autour de l'Alliance avec une première question. Donc, qu'est-ce qui fait Alliance sur les territoires que vous avez pu observer? Peut-être, Emmanuel, je vous laisse la parole. Et voilà, pour évoquer avec nous les conditions de l'Alliance éducative que vous avez pu observer et la place de l'éducation nationale dans ces alliances. Merci beaucoup, Tana. Alors forcément, la question invite à préciser ce qu'on entend par alliance. Je pense que le mot il est central. Pour moi, on peut entendre une alliance sous 3 angles. Soit on considère que c'est une entente formelle, une entente cordiale, un pacte en fait en quelque sorte. Soit on considère qu'une alliance, elle doit nécessairement amener les acteurs à converger en termes d'objectifs, en termes d'approche, en termes d'entraide aussi. Soit on peut considérer qu'une alliance, finalement, c'est une fiction nécessaire, je reprends ici les termes de Pierre Perrier, qui ne sera jamais atteinte, jamais satisfaisante, mais qui fait avancer. C'est un mot, si vous voulez, qui a un pouvoir performatif et ça nous permet d'avancer ensemble. Et donc, pour répondre à la question que tu poses, Tana, je pense que sur le premier point, la question de l'entente formelle, le pacte, on peut dire qu'il y a des alliances éducatives sur les territoires, c'est vrai. On a vu de nouveaux espaces de dialogue s'ouvrir, on a vu une nouvelle place pour l'éducation nationale notamment, et on voit que cette alliance, elle est plus ou moins large selon le territoire, puisque des territoires ont vraiment eu une approche très collaborative, avec des diagnostics partagés, avec des conférences qui parfois regroupaient plus d'une centaine de personnes au début des cités. Et ça permet effectivement de concrétiser, matérialiser ce type d'alliance formelle, avec des organes de pilotage qui sont aussi larges, et des territoires où il y a peut-être une culture du partenariat plus restreinte, et où effectivement c'était beaucoup plus étroit, et certains acteurs sont manquants, entre guillemets, même s'ils voulaient participer. Donc il y a des effets aussi de bordure, d'exclusion, en tout cas de mise à distance de certains acteurs. On peut penser à la CAF, par exemple, qui parfois souhaiterait être plus investie, plus présente sur les cités éducatives. Deuxième point, est-ce que les cités, en tant qu'alliance, ont permis la convergence des approches et des objectifs des acteurs? Là-dessus, je ne parle que simplement de la thématique famille, bien sûr, puisque c'est le prisme de l'évaluation sur lequel j'ai travaillé. On a un paradoxe. La moitié des cités citent les familles comme étant un objectif, comme étant un enjeu. Famille, parents, le vocabulaire peut varier. Et en fait, quand on regarde les objectifs, si vous voulez, quand on regarde les axes opérationnels, c'est très très peu incarné. Donc il y a un paradoxe. C'est à la fois une stratégie, c'est à la fois un objectif partagé, mais en même temps, derrière, ça suit assez peu. Certes, on a ça et là des groupes de travail transversaux. De temps en temps, il y a eu des compromis aussi sur le fait d'agir ensemble entre l'éducation nationale notamment et les collectivités et les associations pour agir auprès des parents. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que on constate 2 choses. La première, c'est que les acteurs ont des représentations très différentes de ce que sont les parents et les familles. Et c'est ça qui bloque sur l'alliance. L'éducation nationale définit les parents comme des parents d'élèves. En général, bien sûr, c'est une tendance. Et il faudrait, l'objectif numéro 1, c'est, si vous voulez, informer, mettre au niveau les parents pour lesquels il y a des problèmes avec les enfants, pour que finalement les parents suivent mieux la scolarité de leurs enfants et accompagnent mieux la scolarité de leurs enfants. Les parents comme parents d'élèves. Les collectivités ont tendance à voir les parents davantage comme des habitantes, des habitants, souvent dans une approche plus globale. Souvent, il y a des grandes difficultés sociales, économiques, et donc il faut raccrocher au territoire, aux offres du territoire, au-delà du simple cercle scolaire. Le scolaire est essentiel, important, mais il n'y a pas que ça qui se joue. Mais c'est quand même des gens qu'il faut aider, si vous voulez, dans la vision un petit peu des choses. Et puis, troisième façon de voir les choses, qui est beaucoup portée par des associations d'éducation populaire, et aussi quelques collectivités, et aussi parfois quelques enseignants, c'est de dire, attention, les parents ne sont pas que des parents d'élèves qu'il faut mettre au niveau, ce ne sont pas que des gens qu'il faut aider, mais ce sont aussi des acteurs qui ont des compétences, une expérience de la parentalité, et qu'il faut arriver à les valoriser, il faut arriver à construire un dialogue d'égal à égal avec eux, voire leur permettre de mener eux-mêmes des actions. Et là, on se rend compte qu'on a 3 représentations des parents qui ne favorisent pas la constitution d'alliance, puisque, par exemple, sur un sujet comme l'absentéisme, vous allez avoir parfois la vision de dire, si l'absentéisme, c'est la faute des parents, d'élèves qui ne sont pas assez impliqués, et donc il faut un peu le remettre en marche. Là où d'autres acteurs vont considérer par exemple que l'absentéisme peut être lié à des questions aussi linguistiques. On a des parents allophones qui ne comprennent pas exactement toujours ce qui se joue autour de l'école et des codes de l'école. Vous voyez ? Et donc là, ça coince, parce que du coup les approches de cette vision des parents découlent une vision des problèmes différente et donc une vision des solutions différentes. Et donc de fait, on a, nous, constaté assez peu des approches territoriales, convergentes, sur les cités, sur la question des parents, davantage une juxtaposition d'objectifs. Et pour l'éducation nationale, malheureusement, souvent, l'action des parents, ce sont davantage des parents, des acteurs un peu bénéficiaires indirects qu'il faut toucher. Alors pour finir, peut-être, pour ne pas monopoliser trop la parole, sur le dernier point, finalement, est-ce que c'est une fiction nécessaire, la question de l'alliance ?
Moi, je dirais que oui, plus que jamais, puisqu'on voit que finalement, à travers ce qui est presque de l'ordre du mot d'ordre, on a plus d'interconnaissance entre les acteurs, on a un rôle de l'éducation nationale qui monte en puissance, très doucement, mais c'est réel. L'éducation nationale est un acteur ressource, on donne les locaux pour des associations, informe les parents parfois sur l'intervention des associations, et de plus en plus, l'éducation nationale monte des actions. Et on a aujourd'hui 53% des actions en faveur des parents qui sont montées par des associations, mais 13% des actions qui sont aussi menées directement par l'éducation nationale, donc c'est intéressant, il se passe quelque chose. Et puis, dernière chose à mettre en avant, c'est qu'en fait, dans toutes les actions mises en avant envers les familles, cette fiction nécessaire, en fait, elle se réduit par le fait que 41% des actions sont coportées par des acteurs. Alors c'est très émergent, c'est fragile, c'est ponctuel, mais il y a convergence sur le territoire sur ces coportages d'actions. Alors je ne donnerai pas trop d'exemples parce que je pense qu'il faut qu'on passe la parole. Mais on voit bien qu'effectivement, sur des cafés des parents, montés par des associations, dans les locaux de l'éducation nationale ou avec des centres sociaux, il y a des choses qui se passent au niveau local. On voit que même quand une action est organisée par une collectivité et une association sur la question des écrans, par exemple pour les parents, le coordinateur REP est présent pour observer comment se passe l'action, prendre des notes, échanger avec les acteurs de terrain. Donc il se passe des choses en fait sur cette alliance, sur ces alliances, plutôt au pluriel, sur les territoires. Donc à mon sens, pour répondre à votre question, je dirais que du coup, l'alliance éducative, elle existe de manière formelle. En termes de convergence d'objectifs, elle est quand même rare, difficile, très difficile, mais elle est possible. Et en termes de fiction, elle est plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Thomas, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, qu'est-ce qui fait alliance sur les territoires que notre équipe a pu observer ? Il me semble que c'est intéressant de revenir aux intentions qui ont présidé à la création de ce nouveau programme. Alors, pour ce faire, on a été interrogé toute une série des concepteurs nationaux du programme des cités éducatives, et tous, puisqu'il ne s'agissait que d'hommes, nous ont expliqué que la légitimité d'un nouveau programme repose pour l'essentiel sur les limites ou l'analyse critique que l'on pouvait faire des politiques qui avaient été menées jusqu'alors. Et ce qu'ils avaient en tête principalement, c'est le fait que l'éducation nationale, jusqu'à présent, s'était relativement peu mobilisée dans les partenariats territoriaux, alors même que tout le monde sait que l'école ne peut pas résoudre seule les problèmes éducatifs dans les quartiers populaires. Alors ceci n'est pas du tout un enjeu nouveau, et je ne résiste pas à vous lire un tout petit extrait de ce qu'on trouvait dans le rapport Dubedou 1983, donc il y a 40 ans, considéré comme le texte fondateur de la politique de la ville. On y disait que la principale difficulté consiste à promouvoir par un projet éducatif nouveau une transformation de la démarche éducative à laquelle soit associé, aux côtés des enseignants et des responsables scolaires, l'ensemble du quartier et des partenaires éducatifs qui y vivent, y travaillent, y militent. Et le rapport ajoutait « Il faut que l'école s'ouvre ». Alors, derrière ce terme d'alliance éducative, il nous semble que c'est bien cette ambition qui a été réitérée 40 ans plus tard avec les cités éducatives. Qu'est-ce qu'on a observé comme avancée par rapport à ce qui avait pu être tenté précédemment par rapport à cet enjeu de l'ouverture de l'école et son inscription dans les partenariats territoriaux? En fait, la réponse, elle se situe à un double niveau. Tout d'abord au niveau, disons, interinstitutionnel, celui du pilotage des cités éducatives, des partenariats qui sont noués au sein des troïkas, et puis celui des acteurs de terrain, des acteurs et actrices de l'éducation, qui sont davantage au contact des enfants et des jeunes. Alors, notre résultat principal, c'est que autant on voit des avancées tangibles au sein des troïkas, même si ça peut s'accompagner de quelques tensions liées à des enjeux de pouvoir, j'en dirai quelques mots, autant, du moins sur les 5 cités que nous avons étudiées, on voit que les alliances attendues peinent à émerger, c'est-à-dire à l'échelle des enseignants, des associations, des professionnels de l'animation, des parents, etc. Donc, au sein des troïkas, de fait, on voit des cadres de l'éducation nationale qui s'impliquent souvent fortement
dans le pilotage des cités éducatives, et c'est un progrès tout à fait remarquable par rapport aux politiques du passé, et notamment dans la période la plus récente, par rapport aux projets éducatifs de territoire ou aux contrats de ville. Et en ce sens, excusez-moi, en ce sens, les cités éducatives, finalement, ont permis à ces cadres de l'éducation nationale de faire, en quelque sorte, l'apprentissage du partenariat territorial, ce qui ne va pas de soi dans une institution qui est marquée par une culture extrêmement verticale et hiérarchique. Alors, le levier le plus décisif de la mobilisation de l'éducation nationale dans ces partenariats locaux, c'est un secret de Polichinelle, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on a affaire à une institution qui a des besoins criants, et donc elle y trouve un bénéfice évident à venir s'inscrire dans un programme qui apporte une manne financière tout à fait intéressante dans ces territoires. Mais au-delà de la question financière, l'éducation nationale a pour ambition, à travers les cités éducatives, de rationaliser, de mettre en cohérence et d'une certaine façon de reprendre le contrôle sur la multitude des intervenants qui se bousculent aux portes de l'école. Et tout ceci, évidemment, s'accompagne de certaines frictions. Dans une partie des cités éducatives au moins, on voit que l'éducation nationale tente d'asseoir son leadership sur le programme, du moins au sein des troïkas, et elle le peut d'autant mieux que, ça a été mentionné par Tana tout à l'heure, il y a des asymétries de pouvoir entre l'école et ses partenaires. Pour le dire comme ça, l'école était le partenaire le plus attendu des cités éducatives, tout simplement parce que les cités éducatives ne pouvaient pas se faire sans l'école, et du coup, l'école est parvenue, dans bien des cas, à imposer ses conditions à ses partenaires. Alors, je serai beaucoup plus bref sur le deuxième niveau que j'ai annoncé, celui des alliances éducatives à l'échelle des professionnels de terrain, des associations, des parents. Dans quasiment toutes les cités éducatives que nous avons étudiées, on voit en effet qu'il y a des espaces de rencontres, de dialogue qui ont été mis en place, que tout ceci a favorisé l'interconnaissance des acteurs et des actrices, mais de là à parler d'alliance éducative, et en effet tout dépend de la définition que l'on en adopte, il y a un pas que notre équipe considère comme difficile à franchir. Alors, pour le dire rapidement, ce qu'on a, nous, constaté, c'est que globalement, les cités restaient assez mal connues dans les territoires concernés, assez mal connues des associations qui ne sont pas financées par les cités éducatives, et encore plus méconnues des parents, des familles et des jeunes eux-mêmes. Donc, si je veux résumer le propos de notre équipe, ça consisterait à dire que le projet des cités éducatives fait sens au sein des troïkas et au sein de certains groupes de travail thématiques qui regroupent par exemple des porteurs d'actions financés par les cités éducatives, mais que le projet d'ensemble des cités, lui, n'est pas vraiment partagé et pas vraiment connu de la plupart des autres acteurs et actrices des territoires. Donc pour le dire comme ça, on a bien davantage affaire à des alliances institutionnelles qu'à de véritables alliances éducatives. Merci Thomas pour ces éléments. Pierre, je vous laisse la parole peut-être pour les alliances éducatives concernant l'insertion et l'orientation plus particulièrement. Merci. Ma fille m'a demandé récemment si j'avais déjà utilisé des anti-sèches. Je lui ai dit non. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que quand on a arrêté l'école, on a le droit d'avoir des anti-sèches. Par contre, il ne faut pas oublier ses lunettes. Donc, vous me pardonnerez. En deux mots sur cette entrée que rappelait Tana de l'emploi, insertion, orientation, je prends cette entrée-là. C'est vrai que quand on est allé sur les territoires, on arrivait avec cette entrée-là. Et effectivement, sur la dimension alliance éducative, les acteurs qu'on a rencontrés, ils nous ont plus largement parlé quand même des cités. Un peu comme l'a fait Emmanuel, on s'est aussi questionné sur qu'est-ce qu'on peut mettre derrière alliance, en se disant que si l'alliance, ça consiste à s'associer autour d'intérêts communs, à établir un pacte, je reprends ce terme, si ça consiste à effectuer un travail en commun,
à mieux se connaître. Alors, dans une certaine mesure, ce que je vais vous évoquer, on a pu observer effectivement le fait que des alliances se sont mises en place. Je rembobine juste un peu parce que la démarche d'évaluation, elle s'est faite sur plusieurs années et on est souvent arrivé sur des cités qui étaient encore, entre guillemets, naissantes et le temps de la mise en œuvre sur chacune de ces cités, ça a été un temps vraiment intéressant et un temps pas banal parce que souvent les cités se sont mises en place sur un temps qui était assez compté. En tout cas, pour autant que le pilotage était inédit, on a évoqué ce terme troïka qui aujourd'hui nous parle à tous, mais qui à ce moment-là était un terme qui arrivait. Les choses se sont faites avec, on l'a vu à notre sens, des diagnostics partagés. Je reprends des choses qui ont quand même été déjà dites. En tout cas, on l'a vu sur les cités qu'on a investiguées. Est-ce qu'on a vu de la construction ou de la co-construction de projets et de priorités? Plutôt oui. Et on a le sentiment que ces priorités derrière, elles ont pu se déployer en termes d'action. Là-dedans, ce qui a permis un petit peu de faire ça, en très grand résumé, déjà effectivement, alors, on va tirer des fils qui se recoupent, mais la capacité de la Troïka à s'être vite mis en place, à notre sens, a été un vrai facteur de succès avec une logique mode projet qui a été importante pour eux. Je le disais, le temps était compté pour engager les choses. Plus largement, le sentiment qu'on a, c'est aussi que ces choses se sont mises en place sur des territoires qui avaient des antécédents. Je ne sais pas si ça existe, ce concept-là, mais quelque part, ils avaient un capital partenarial, des compétences, un vrai savoir-faire territorial, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le territoire qui se connaissent, qui ont l'habitude de pactiser entre eux, de chercher des intérêts communs, etc. Et puis, ils s'appuient aussi sur des choses qu'ils savent déjà, parce qu'ils ont notamment, par exemple, des outils comme les contrats de ville ou des PRE, etc., qui leur a permis déjà d'avoir des éléments de connaissances assez forts. Et l'autre hypothèse qu'on peut faire aussi, c'est que le temps court a pu être un allié finalement, parce que ça a obligé à s'appuyer sur ce capital-là, et puis ça a obligé aussi à se faire confiance de façon assez vite. Là-dedans, effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un renforcement des relations de travail entre établissements scolaires et les acteurs du territoire, notamment tissu associatif. Maintenant, il y a des vraies marges de progrès et d'amélioration qui sont évidemment possibles sur cette alliance. Déjà sur le tour de table qui a été engagé, c'est très manifeste sur l'entrée emploi, insertion, formation, mais une fois que j'ai dit ça, et pour ceux qui connaissent ce secteur-là, c'est pas le secteur, c'est pas l'environnement le plus simple du monde, il est déjà complexe en tant que tel. Donc pour la cité éducative, forcément, mettre autour de la table cet environnement-là, cet écosystème-là, c'était un vrai défi. Et de fait, des acteurs ont manqué. En particulier, on a peu ou pas vu les conseils régionaux, on a peu ou pas vu les acteurs du service public de l'emploi, ou partie d'entre eux, mais rarement tous, etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Et puis, par ailleurs, ça a été évoqué précédemment, au niveau du terrain, quand on parle de cité éducative avec des acteurs qui sont les acteurs on va dire, du quotidien, il y a un vrai sujet de la lisibilité de la cité. Malgré tous ces efforts qui ont été suivis par les membres de la Troïka pour qu'elle soit bien complémentaire, pour qu'elle permette de mieux huiler, etc., les choses, c'est quand même, de fait, un étage de plus pour un certain nombre d'acteurs. Par ailleurs, de fait, l'alliance, on rejoint là les propos qui étaient ceux de Thomas juste avant, elle est plus difficile à observer au niveau des acteurs. Elle s'observe quand on va vraiment au niveau des actions, parce qu'on a pu voir du coportage d'actions, etc. Donc là, effectivement, on a des acteurs qui, par le biais des projets qu'ils portent ensemble, sont amenés à construire des éléments de convergence et travaillent vraiment ensemble. Mais ça se fait à l'échelle d'une action. Donc ça pose un enjeu, évidemment, derrière de déploiement dont on pourra certainement parler dans la journée. Et le dernier point, c'est que ça a été difficile aussi de mobiliser malgré tout sur la cité. C'est vrai que quand un groupe de travail a une vraie visée opérationnelle et des ressources qui sont disponibles potentiellement derrière pour mettre en œuvre des actions, c'est plus simple de mobiliser les acteurs. Et puis il y a quand même une attention, c'est que pour les acteurs, un certain nombre d'entre eux nous disent quand même aussi attention entre être acteur de terrain et être dans la coordination, dans l'interconnaissance, dans le partage des pratiques professionnelles. Il est
presque qu'il faut choisir à un moment donné, mais on ne peut pas être sur tous les fronts, ou alors au niveau des ressources, il y a un vrai sujet. Je termine juste sur une petite anecdote, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Et en tout cas, moi, j'aime bien la voir comme ça. C'est peut-être le fait que je suis de la campagne industrielle, je ne sais pas si ça existe, mais stéphanoise, en tout cas, vers Saint-Étienne, ça existe, le petit mélange campagne industrielle. Mais est-ce qu'il y a une alliance éducative ? Moi, en tout cas, je dirais que sur les cités où on est allé, on a vu que les territoires avaient travaillé à une culture de l'alliance, à aller vers cette alliance-là. Donc, je faisais le rapport avec campagne, parce que c'est vraiment presque une logique de paysan, c'est-à-dire que ça s'est fait au jour le jour, et c'est un travail de longue haleine, avec potentiellement un vrai décalage entre le temps du semis et le temps de la récolte. Et on est un peu dans l'incertitude, et voilà. Donc, et puis il y a plein d'autres paramètres et facteurs qu'on maîtrise pas. Mais il y a vraiment eu cette logique du travail de tous les jours. Et là où je trouve ça intéressant, l'anecdote, c'est que on n'est pas sur les 5 cités qu'on a pu observer, mais sur un travail qu'on avait fait en Occitanie. Une déléguée du préfet disait on a eu peur au début parce que le chef d'établissement est parti au bout d'un an. Et on s'est dit, aïe, 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 il va y avoir un nouveau chef d'établissement, il va falloir tout recommencer à zéro. Tout ce qu'on avait réussi à mettre en place, il va falloir reprendre le truc, retravailler à se comprendre avec lui. Et en fait, le nouveau chef d'établissement ou la nouvelle chef d'établissement, j'ai plus en tête, en fait, elle venait d'un territoire où il y avait déjà aussi eu une cité éducative. Donc en fait, le territoire n'a pas perdu de temps et ils ont pu directement réengager le boulot parce qu'il y avait une culture qui était déjà dans la tête de ce chef d'établissement. Donc on trouvait ça intéressant. C'est vraiment cette logique-là de la volonté de paysan. Il faut y aller au jour le jour et avoir les fruits, c'est pas rapide. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. Donc, on le voit, une vraie première marche franchie au niveau de l'alliance éducative, que ça soit au niveau institutionnel ou comme vous le mentionniez, Pierre, au niveau de certaines actions pour les acteurs, plus acteurs de terrain. Et je vous propose maintenant de continuer avec les grands enseignements sur l'offre éducative et les effets souhaités, en tout cas, sur les parcours des jeunes, des professionnels et des parents. Donc, les dimensions qu'on a regardées pour caractériser les évolutions de l'offre éducative étaient donc les évolutions qualitatives et quantitatives de l'offre thématique et des actions. On a aussi souhaité questionner le renouvellement des registres d'action, c'est-à-dire se demander si finalement, est-ce que ce travail interpartenarial a conduit les acteurs peut-être à identifier de nouvelles problématiques sociales à traiter, ou en tout cas de nouvelles manières de répondre aux enjeux qu'ils ont soulevés. Voilà, des actions qui changent des manières de faire qu'on pouvait avoir auparavant. On a aussi questionné la cohérence de l'offre proposée et enfin le public touché. Et je pense que vous aurez aussi un aperçu sur l'offre éducative par l'équipe de l'Université de Cergy qui reviendra aussi sur son analyse des revues de projet des cités éducatives du 95 qui sera, je pense, assez complémentaire. Donc les grands enseignements... il faut quand même le souligner, de nombreuses actions développées. Le programme a représenté un levier financier susceptible de favoriser l'amplification de l'offre éducative. En moyenne, on a une enveloppe d'1,4 million pour 4 ans par cité. Et on a constaté, sur un an, une moyenne de 35 actions mises en place par les cités éducatives. Donc vous pouvez multiplier ça par 3 pour voir le nombre d'actions sur 3 ans. Mais là encore, avec un assez grand différentiel, puisqu'on a des cités, la cité éducative qui en avait développé le moins sur les 80 cités, elle en avait développé 10 et le maximum 70 par an. On a un budget annuel moyen par action aussi qui est d'environ 16 000 euros. Donc des actions nombreuses, mais ce qu'on a pu souligner aussi en introduction, qui peuvent parfois manquer d'ampleur. Alors pourquoi manquer d'ampleur ? Parce qu'on a pu constater, on n'a pas de données en fait consolidées sur le nombre de jeunes ou d'élèves qui sont touchés par action, mais néanmoins l'analyse qualitative, donc qui a été menée par les équipes d'évaluation, a pu
nous donner quelques indicateurs quand même sur le nombre de jeunes et de parents qui étaient touchés. Donc sur les 28 actions qu'ils ont analysées, on a 50% des actions qui concernent moins de 50 jeunes élèves ou parents. Et par ailleurs, il me semble qu'on a une action sur 4 qui finalement ne concerne qu'une dizaine de participants. Donc en ça, il nous semblerait intéressant peut-être qu'une partie des actions en tout cas touche un public plus large pour pouvoir observer vraiment des effets sur les parcours éducatifs des élèves. Par ailleurs, on a des actions qui sont aussi assez fréquemment ponctuelles, qui vont se dérouler à un moment de l'année ou sur quelques séances, mais qui ne sont pas forcément suivies dans le temps. Et en cela aussi, on peut se demander si elles sont de nature à engendrer des effets sur les parcours éducatifs. Alors l'idée, c'est pas de dire il faut absolument développer que des actions qui touchent un public très élargi et qui soient répétées toutes les semaines, mais en tout cas peut-être veiller à un équilibre entre ces différentes actions. Enfin, on a une variété de thématiques traitées qui, selon nous, au vu des analyses qualitatives, peut affaiblir la cohérence de l'offre. Les cités éducatives ont souvent, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, mais ont souvent souhaité se positionner sur tout un ensemble d'enjeux, mais il y a quand même un risque quelque part d'avoir une dispersion des actions et donc une dispersion des effets. Donc ce qu'on a pu observer, en tout cas sur les 15 cités éducatives où les équipes se sont rendues, c'est qu'il y a vraiment une chose qui va faire la différence. Ça sera les ressources en ingénierie et éventuellement ce qu'on a nommé une animation territoriale globale qui va améliorer l'offre. Donc qu'est-ce qu'on entend par animation territoriale globale ? En fait, c'est vraiment l'idée d'avoir tout un ensemble de dimensions qui vont permettre de mieux structurer l'offre. Et donc, quelles sont-elles ? Donc, dans un premier temps, peut-être d'avoir un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt qui, en fait, va permettre de solliciter plus largement des acteurs, des associations, mais surtout d'associer à cette première étape de l'appel à projet ou de l'appel à manifestation d'intérêt tout un travail, en fait, auprès des porteurs de projets pour bien assurer la cohérence des actions développées. Donc un accompagnement des porteurs de projets qui se font souvent par les équipes projets, mais aussi une cohérence qui peut être renforcée à la fois par des groupes de travail thématiques qui ont souvent été mis en place au sein des cités, mais aussi par le rôle des coordinateurs thématiques qui viennent bien souvent renforcer le rôle des CPO et qui en réalité sur une thématique précise vont animer par exemple les groupes de travail, vont assurer la cohérence de l'offre sur cette thématique, vont s'assurer de la précision dans la réponse aux besoins et qui vont accompagner le développement d'actions pluripartenariales. Donc il me semble qu'on aura un exemple d'une de ces professionnelles qui incarne ce rôle de coordinatrice thématique et qui fait vivre la thématique des 11-25 ans sur son territoire. Donc c'est Romane Dubois qui sera dans la table ronde à laquelle participe également Pierre Grousson. Donc voilà quelques éléments sur l'offre. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est une offre éducative qui est essentiellement étendue dans la continuité de ce qui pouvait se faire auparavant. Donc on a une évolution qui est essentiellement quantitative de l'offre via l'élargissement des publics ou des territoires de mise en œuvre. Donc cela, ça permet aussi quelque part de renforcer l'équité territoriale. Donc ça, c'est non négligeable. Les cités éducatives ont pu permettre dans certains cas de repérer sur l'ensemble du territoire de la cité peut-être des secteurs qui étaient moins concernés par une offre et donc d'étendre l'offre à ce secteur. Et ça, c'est déjà un premier point très, très important. On a aussi le développement de nouvelles actions, il me semble, pour moitié. Néanmoins, on a plutôt noté que ces nouvelles actions étaient plutôt classiques au regard des registres investis habituellement. Il n'y a pas forcément de renouvellement de la manière de penser les thématiques. Néanmoins, plus qualitativement, il y a d'autres apports qui ont été notés à des degrés divers en fonction des cités. Et là encore, je pense que les ressources en ingénierie et puis cette animation territoriale globale qu'on a évoquée
sont vraiment un facteur explicatif de ces apports. Donc, sur certains territoires, on va avoir vraiment une plus grande cohérence de l'offre, une réponse à des besoins non couverts, ou encore des ajustements de format et de contenu. Alors quelques mots aussi sur le public au cœur du dispositif. Donc avant tout, un public scolaire, on le voit, autour de 3-6 ans, 6-12 ans et 12-16 ans, donc les collégiens, les scolaires. Donc ça s'explique par le chef de fila des principaux d'établissements, mais aussi peut-être par les prérogatives des collectivités. Donc un public bien touché, le public scolaire, mais il est vrai avec des actions développées envers les 0-3 ans ou un public au-delà de 16 ans et encore plus au-delà de 18, qui sont somme toute assez réduites. Enfin, une dimension qu'on souhaitait évoquer avec vous parce que on l'a trouvé particulièrement intéressante sur certains terrains, et je pense qu'au sein de chaque cité éducative là qui ont été observées, il y a vraiment des exemples d'actions assez intéressantes et qui ont été menées grâce à une dimension expérimentale. Donc c'est une dimension qui n'est pas forcément toujours mobilisée par les acteurs parce que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, voilà. Mais elle est néanmoins particulièrement appréciée par ceux qui se sont jetés dans cette dimension expérimentale, qui est finalement permis par le programme lui-même, puisque les financements ne sont pas sortis d'objectifs chiffrés ou d'obligations de résultats, ce qui va laisser une plus grande marge de manœuvre aux acteurs qui vont, dans certains cas, tester des nouveaux formats. Ça peut être des actions plus individuelles, plus collectives. Progressivement, ils vont faire évoluer leurs actions. Ils vont proposer, par exemple, des actions plus ludiques, moins discursives, etc. On a aussi... J'ai trop parlé, c'est ça? On a aussi des réponses pluridisciplinaires qui vont être mises en place. Qui vont proposer une approche globale du jeune et de l'élève, ou encore des expériences socio-éducatives à distance du cadre scolaire qui vont être proposées. Et il nous semblait intéressant de souligner que ce programme donc permet cette dimension expérimentale et qui pourrait être intéressant de la valoriser tout de même au sein des territoires, et donc si vous voulez de garantir aussi par un continuum un petit peu expérimentation, évaluation, la mise en œuvre de ces actions qui sont peut-être plus novatrices. Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots des effets sur les publics. Donc là, on a souhaité considérer les avis des professionnels, des jeunes, des élèves et des parents, l'évolution des représentations et des pratiques, ainsi que l'acquisition de compétences. Donc le premier constat qu'on a partagé avec vous, c'est finalement que les effets sur les parcours des jeunes, des élèves et des parents sont très difficiles à mesurer au niveau national, mais aussi au niveau local, et ce pour différentes raisons. Donc au niveau national, parce que on a, ça a été déjà évoqué, mais une diversité des programmes locaux, des actions, des publics, des objectifs, qui rendent particulièrement difficile la construction d'indicateurs qui seraient valables au-delà d'un territoire finalement. Et au niveau local, on remarque aussi que les cités éducatives ont pu construire des indicateurs pour certaines actions, mais finalement ce seront des indicateurs qui ne seront valables que pour une seule action en réalité. Donc il est un petit peu plus compliqué d'avoir une vision transversale de ces effets. Néanmoins, les équipes d'évaluation ont pu échanger avec énormément de porteurs de projets, mais aussi avec des jeunes, des élèves et des parents. Et là, les retours, on tient à le souligner, sont particulièrement positifs. À l'échelle des actions, les professionnels sont très satisfaits, voire enthousiasmés. On a beaucoup d'effets qui sont évoqués, donc on n'a pas pu mesurer scientifiquement entre guillemets, mais néanmoins je pense que c'est important de vous en faire part. Donc par exemple sur la thématique insertion orientation, les professionnels et les jeunes évoquent la découverte des métiers, la remobilisation à l'école ou sur des parcours d'insertion socio-professionnelle.
ou encore la sociabilisation, la sensibilisation aux déterminismes sociaux. Concernant la thématique de la continuité éducative, de même, les professionnels donnent tout un ensemble d'effets, une motivation renforcée pour les apprentissages scolaires, des progrès dans les résultats scolaires des élèves ou encore du désamorçage de conflits. En ce qui concerne les effets sur les professionnels, je pense que ça va être évoqué là dans la prise de parole des équipes d'évaluation, mais aussi plus tard, je le disais tout à l'heure, par Marie-Charlotte Allam, qui a donc réalisé un travail en collaboration avec l'INJEP lors d'un postdoc, qui est désormais enseignante chercheuse à l'université de Grenoble-Alpes et qui a particulièrement centré son attention sur donc les partenariats et les évolutions de pratiques professionnelles. Néanmoins, ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, c'est qu'on note s'il y a peu d'évolution des pratiques dans le fond des pratiques, on a néanmoins une meilleure coordination ainsi qu'une plus grande capacité à travailler en transversalité autour des projets. Alors, à nouveau, je vais laisser la parole aux équipes d'évaluation. Peut-être, Pierre, vous passez la parole tout de suite. Selon vous, les cités éducatives ont eu plus d'effet sur l'offre éducative ou les pratiques éducatives des professionnels ? Merci. Et promis, je vais essayer d'être un peu plus court, sans reparler de ma fille. Sur ce sujet de l'offre et des effets, en quelques mots, pour résumer l'affaire à notre niveau, je dirais que ce qu'on a pu observer, c'est que les cités nous ont paru renforcer l'offre en manière générale, mais sans la révolutionner. Donc, pas de rupture observée. Par contre, une capacité peut-être à renouveler en partie les choses. On est allé plus avant. On n'a pas forcément ouvert de nouveaux pans de travail. Pour continuer à préciser ces petits propos, en tout cas sur l'entrée emploi, insertion, orientation, on est sur une prise en compte qui a été relativement inégale sur les cités, même si la volonté d'aller sur ces sujets-là, elle est exprimée par toutes les cités. C'est une préoccupation qui est vraiment partagée. Après, la manière dont ça s'est traduit jusqu'à la traduction opérationnelle est beaucoup plus inégale. Pourquoi ? Parce que c'est une priorité qui a été plus ou moins marquée d'une cité à l'autre. Et là, on peut aussi faire confère ce que je disais tout à l'heure sur la mise en place, surtout que les premières cités qui sont parties, elles ont aussi eu quelque chose qui s'appelle le Covid à gérer. Ensuite, il y a des acteurs, je disais tout à l'heure, qui manquent autour de la table. Donc, inévitablement, quand on établit des priorités, en fonction de qui est autour de la table, la balance, elle peut pencher plus ou moins d'un côté. Donc, quand des acteurs clés, notamment de l'emploi, insertion, orientation, peuvent manquer, inévitablement, la balance, elle peut aller sur d'autres aspects. Et puis, il y a des territoires qui se sont dit, c'est peut-être pas sur ce sujet-là qu'on peut avoir notre plus-value la plus certaine, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent sur notre territoire. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a environ, grosso modo, un petit 15% des actions qui sont consacrées à cette entrée-là dans les programmations, que ce soit au niveau des actions, du nombre d'actions ou de l'enveloppe financière, on est à peu près sur ces grands chiffres, avec une intervention qui s'est beaucoup plus dirigée sur l'entrée orientation, prévention des ruptures, que sur l'entrée parcours d'insertion. On a un vrai travail qui a été réalisé pour avoir une diversité d'actions. Et cette diversité d'actions-là, ce qu'on peut voir en termes de grandes caractéristiques, ça fait écho à des propos qui étaient tenus en introduction, c'est que malgré tout, sur les publics, elle s'est plutôt dirigée vers le public collégien, et donc les 16-25 n'étaient pas les plus touchés parmi ces 15% d'actions mises en place. En tout cas, c'est beaucoup des petites actions, en règle générale, avec un public ciblé qui est souvent un public JAMO au cœur des préoccupations, mais qu'on peut essayer d'avoir aussi dans des
publics cibles qui sont élargis, plus ouverts, pour qu'il y ait une dimension un peu de mixité au sein de ces actions-là. Et des cadres d'accompagnement qui sont pensés parfois en multi-référence, en tout cas avec cette idée de chercher un petit peu des partenariats d'action un peu nouveaux. Donc renouvellement et action diversifiée, ça fait tendre à l'idée d'une offre certes assez classique, mais qui a le mérite de compléter l'existant, qui a le mérite d'apporter souvent une réponse qui n'existait pas sur le territoire, et puis qui permet de tester des idées, des nouveaux partenariats. On a des territoires qui nous ont dit c'était une action, entre guillemets, on ne pouvait pas se permettre de la sortir, et puis là, on a eu l'oxygène, entre guillemets, financière de pouvoir aller sur ces aspects-là. Est-ce que ce renforcement de l'offre, il a eu des résultats, des effets ? C'est une question qui était très difficile à aborder. Au niveau des jeunes, en tout cas, ce qu'on pouvait voir au niveau des actions, on n'a pas une vision, on n'est pas réussi à construire une vision consolidée d'ensemble, mais on a de la satisfaction, on a des acquis d'apprentissage qui paraissent être atteints à l'échelle des actions. Et à l'échelle des professionnels, on peut vraiment différencier ceux qui étaient, entre guillemets, dedans, des autres du professionnels du territoire, ceux qui ont été concernés par les actions, etc. Oui, ça bouge, il y a de l'interconnaissance, on teste des choses, mais on est, entre guillemets, évidemment, à cette petite échelle. Donc nous, on retient beaucoup sur cette entrée enjeux et résultats et effets, la question de l'enjeu du déploiement d'un acteur à une communauté d'acteurs, d'un établissement scolaire à plusieurs établissements scolaires, d'un quartier à plusieurs quartiers, du périmètre prioritaire à tout le territoire, etc. Donc cet enjeu du déploiement, il est très fort. Emmanuel, pour poursuivre. Merci beaucoup. Alors je vais rejoindre Pierre sur pas mal d'éléments. Effectivement, on a une amélioration quantitative de l'offre sur les territoires. Ça se comprend par le fait qu'on ait un financement qui soit quand même conséquent, qui concerne aussi le second degré, et qui vient appuyer des efforts déjà menés dans les contrats de ville, notamment au niveau du PRE par exemple. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se dire quelle est la stratégie derrière. Souvent, quand on a ce type de dynamique, on peut avoir soit une stratégie de l'expression consacrée, c'est les trous dans la raquette. Donc, est-ce que on essaie de voir là où les besoins ne sont pas répondus? Ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de se dire que on va concentrer des moyens sur une, deux ou trois thématiques qui peuvent faire effet levier sur le reste. Par exemple, si on va à fond sur le numérique, peut-être qu'il y aura des effets positifs ensuite sur l'apprentissage, le suivi de la scolarité des élèves, sur un tas de choses. Donc il y avait un peu ces deux options possibles, et la plupart des cités qu'on a rencontrées, auprès desquelles on a enquêté, sont parties sur une logique davantage de trous dans la raquette, de se dire où est-ce qu'il y a des besoins qui sont non répondus, et donc ça s'est traduit par une diversité, une grande multitude de thématiques abordées sur la question des parents. Globalement, vous avez 15% des actions qui concernent les familles et les parents dans les cités. Et effectivement, ça regroupe des choses telles que le soutien à la parentalité, le soutien au numérique, l'interculturalité, donc une grande diversité thématique. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que globalement, c'était nécessaire parce que ça vient compenser parfois le manque de moyens dans le droit commun, en fait, tout simplement. Donc de ce point de vue-là, le pari, il est gagné. Après, si on s'interroge à un autre sujet qui est de dire est-ce que les cités ont testé, expérimenté, innové, on peut avoir un propos assez mesuré, mais avec quand même des choses assez optimistes. Globalement, ce qu'on a constaté sur la question de parentalité auprès des familles parents, c'est que les cités, les professionnels ont testé des choses sur au moins 4 volets. Le premier, c'est le fait effectivement d'affiner les accompagnements individuels ou collectifs proposés aux familles, notamment par exemple du soutien à la parentalité, là où il y avait des groupes de parole. Ensuite, les professionnels ont pu proposer davantage un suivi personnalisé des personnes sur des questions d'absentéisme ou autres, ou de rapport à l'école, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant. Autre type de choses expérimentées, c'est que les professionnels ont testé des formats plus ludiques, plus conviviaux, moins descendants. Là où on avait par exemple des réunions d'information, c'est quand même souvent ça, la relation aux parents, ou des formations à la parentalité. Ils ont proposé par exemple des spectacles sur le cyberharcèlement, du théâtre forum sur par exemple la question des écrans. Théâtre forum, en fait on invite des parents à assister à un spectacle et ils peuvent devenir acteurs du spectacle lorsqu'ils le souhaitent pour jouer des scénettes et trouver des solutions collectives. Donc vous voyez qu'on est sur une autre dynamique ludique, pédagogique. Donc voilà, des accompagnements plus individualisés, des formats d'action un peu plus ludiques.
Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on a effectivement des actions qui sont moins basées sur le discursif, sur le fait de donner la parole, parce qu'à chaque fois, donner la parole, c'est pas évident pour des parents de prendre la parole sur des sujets, mais plus axé sur le faire. Par exemple, organiser des séquences avec des jeux où les parents peuvent aider les enfants peuvent aider les parents, et tout ça accompagné de professionnels, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi un peu intéressantes. Et puis, quatrième axe de test, d'expérimentation au niveau des cités, c'est le fait d'avoir donné la possibilité à des parents d'être acteurs des actions. Deux exemples que je peux vous donner. Dans une cité, on a eu notamment un réseau de parents bénévoles interprètes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les professionnels se sont rendus compte que des parents avaient une relation à l'école qui était difficile, notamment parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment bien le français, et qu'au niveau de l'école et au niveau des partenaires associatifs, les gens n'avaient pas les compétences linguistiques pour accompagner ces parents. Et donc ils ont constitué un réseau de 15 parents bénévoles bilingues qui peuvent intervenir parfois dans les relations entre parents et école pour faciliter la discussion et l'échange. Donc on a vraiment des parents qui sont acteurs de l'action. Un autre exemple, ça va être 4 mères qui se sont connues à la maternelle et qui ont trouvé que par la suite, il n'existait pas d'espace pour que les échanges informels entre parents et que des projets collectifs émergent au sein de l'école. Et donc, on leur a confié en fait un espace parent au sein de l'école. Alors, elles sont accompagnées par un psychologue scolaire et elles se réunissent pour, entre guillemets, mettre en commun les idées, ce qu'elles ont entendu sur les difficultés rencontrées par les parents, pour créer des événements un peu collectifs au sein de l'école. Et là, pour le coup, on a vraiment des parents qui sont qui sont vraiment acteurs à part entière d'une action de la cité. Donc là aussi, ça a été un axe de progression et d'expérimentation pour les cités que de donner davantage un rôle à des parents qui seraient bénévoles. Sur les limites de cette vision expérimentale des cités, ça a déjà été dit, mais je vais vraiment insister là-dessus. Globalement, on a quand même des actions qui sont très courtes, dont la durée de vie est très courte, parfois aussi très aspirées par le côté événementiel des choses. Et donc, parfois, ça ne permet pas justement tout à fait d'avoir des effets dans la durée. Et il y a un facteur qui est très, très important et qui change vraiment la donne, et c'est peut-être un point de débat pour la suite, c'est que beaucoup de cités ont misé sur des actions et assez peu finalement sur le recrutement de nouveaux postes ou de nouvelles personnes au niveau local, en se disant qu'il fallait d'abord soutenir et mettre en place des actions pour les gens. Or, on se rend compte que sur certaines cités, que le recrutement de personnes au niveau local, au-delà du CPO, ça joue un rôle très important. Un exemple très concret, dans une cité, on a deux éducatrices petite enfance qui ont été recrutées pour faciliter la mise en place d'une cité de la petite enfance, donc une cité dans la cité, si vous voulez. Et ces 2 nouvelles personnes recrutées ont joué un rôle fondamental dans le fait de faire émerger au moins 10 nouvelles actions sur le territoire, associant un grand nombre d'acteurs. Par exemple, des forums interpartenariaux pour informer les parents, de l'accompagnement personnalisé, des permanences, des actions passerelles pour que des personnes, notamment dans les crèches, puissent ensuite accompagner les parents lors du premier jour d'école, ce genre de choses, vous voyez. Et à un moment donné, si on veut qu'on ait des actions qui aient plus d'ampleur, et donc c'est une hypothèse, mais plus d'impact, on ne peut pas juste financer des actions, il faut aussi financer des postes, parce que les CPO ne peuvent pas toujours être au plus proche du territoire, vu qu'ils sont pris dans des jeux interinstitutionnels, notamment. Voilà, donc je dirais que pour conclure, à mon sens, amélioration de l'offre quantitative, vous l'aurez compris, qualitative aussi à la marge, et c'est normal, on est sur le lancement de quelque chose, il faut reconnaître qu'il y a du temps long, il faut donner la chance au temps long, il faut donner la chance effectivement au fait que ça prend du temps de se connaître et de faire des choses ensemble. Et simplement, c'est un autre débat. Donc, le deuxième débat, c'est finalement quelle est aujourd'hui, en termes d'action, d'activité, la meilleure stratégie à avoir. Faut-il garder cette approche trop dans la raquette, qui, on le voit, vient compléter du droit commun là où il y a des manques, ou faut-il à un moment considérer qu'il faudrait davantage prioriser, mettre le paquet, si je peux me permettre, sur 1, 2, 3 thématiques pour avoir un effet levier sur le territoire. Et on voit qu'au bout de 3-4 ans, dans des cités, commencent à émerger davantage de thématiques un petit peu plus partagées. 3 exemples, le numérique, le renforcement des outils et des compétences numériques des parents, l'interculturalité, je l'ai déjà souligné, et puis aussi sur une autre cité, par exemple, la question des compétences psychosociales, l'écoute des émotions, etc., et comment ça peut améliorer les relations enfants-parents, mais aussi parents-professionnels. Tout ça pouvant se traduire, dans certains cas, et c'est un vrai levier de changement, sur les pratiques professionnelles, et les pratiques éducatives, au-delà de l'amélioration de l'offre, la question centrale de la formation interprofessionnelle. À un moment donné, on ne change pas les pratiques éducatives juste par des actions aussi. Il faut pouvoir organiser ce type de formation interprofessionnelle entre professionnels de l'éducation nationale qui rassemblent au même endroit, au même moment, des professionnels de l'éducation nationale, des collectivités, des associations. Et c'est là qu'on peut forger vraiment une culture commune, je pense, et des pratiques communes éducatives qui articulent finalement
la vision parent d'élève, la vision habitant, et puis la vision plus parent acteur du territoire. Merci beaucoup. Merci. Alors, les cités éducatives ont-elles des effets plus marqués sur l'offre éducative ou sur les pratiques éducatives ? Pour répondre à cette question, il nous a paru intéressant là aussi de revenir sur les ambitions initiales des cités éducatives. Et en interrogeant les concepteurs du programme, mais finalement on trouve ça dans toute la littérature qui a été produite nationalement sur les cités éducatives, il y a cette idée absolument cruciale, une insistance très forte sur le fait que ça ne devait pas être un dispositif de plus, c'est-à-dire un guichet supplémentaire de la politique de la ville, mais une nouvelle manière de travailler ensemble, une démarche. Alors, donc, on voit que déjà d'emblée, par rapport au dilemme que tu soulevais, Emmanuel, un parti avait été pris qui était de moins de susciter de nouvelles actions que de transformer les manières de faire ensemble dans les quartiers. Ou, pour le dire autrement, et en utilisant des catégories de la science politique, on avait affaire finalement, l'accent était porté sur la dimension procédurale du programme, beaucoup plus que sur sa dimension substantielle. Alors, est-ce que ce pari a été tenu ? Nous, il nous semble que pas vraiment. Et ça ne veut pas dire que les cités éducatives n'ont pas eu d'effet. Mais, et cela a été dit, les effets en question sont beaucoup plus de nature quantitative que qualitative. Alors c'est un résultat qui n'est pas tellement surprenant parce qu'on a affaire à un programme de la politique de la ville, et la politique de la ville, fondamentalement, c'est, et ça reste, un outil qui permet de combler les manques de moyens de droit commun qui, dans les quartiers populaires, font structurellement défaut, on le sait bien. Et donc dans ce contexte, la manne financière que représentent les cités éducatives, évidemment, a été accueillie comme une véritable aubaine par les acteurs et actrices dans les territoires. Pour autant, on n'a pas évité tous les travers que l'on connaît dans la politique de la ville. Et là, j'émettrai peut-être une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, c'est que le choix des actions à financer, effectivement, pour essayer de combler les trous dans la raquette, n'ont pas été, dans le cas le plus général, adossé à un véritable diagnostic territorial des besoins. Et c'est d'ailleurs pourquoi on va retrouver finalement assez peu d'actions sur la toute petite enfance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins, ou sur l'insertion des jeunes adultes. C'est surtout que les pilotes des cités éducatives se sont appuyés principalement sur les ressources immédiatement mobilisables dans les quartiers. Mais en même temps, même s'il ne s'agit que de publics de collégiens ou d'élèves qui sont en primaire, les besoins sont tellement criants dans ces quartiers que ces cités représentent un acquis tout à fait important. Donc, pour notre part, pour ce qui concerne notre équipe, on considère qu'il y a un véritable effet, il y a un effet incontestable des cités éducatives sur l'offre, mais que le bilan est nettement plus mitigé en ce qui concerne la transformation des pratiques éducatives. On a analysé un échantillon d'une trentaine de cités éducatives et on s'est par exemple rendu compte que dans 40% des cas, on avait affaire à des actions qui n'avaient pas de caractère multipartenarial. On a également mener des investigations beaucoup plus approfondies sur un panel d'actions dans nos 5 cités éducatives. Et ce qu'il en ressort, c'est que ces actions, elles s'inscrivent avant tout dans cette logique de comblement des manques, et des manques qui sont constatés notamment dans le fonctionnement de l'institution scolaire. Et que, au-delà de cette logique de comblement des manques, finalement, les tentatives d'expérimenter de nouvelles formes de rapprochement entre l'institution scolaire et ses partenaires, les opérateurs qui sont extérieurs à l'école, n'ont eu que des effets limités. Alors, dans plusieurs des actions qu'on a regardées, on voit qu'il y a des acteurs, actrices scolaires qui interviennent directement dans l'établissement scolaire, ce qui montre qu'il y a, grâce aux cités éducatives, un certain assouplissement dans la possibilité d'accéder à l'espace scolaire.
Et donc, le principal effet que l'on met en évidence, c'est que, pour le dire comme ça fait reculer les frontières du sanctuaire scolaire. Sanctuaire qui autrefois se situait plutôt à l'échelon de l'établissement et le sanctuaire qui désormais se trouve au sein même de la classe. Mais du coup, on ne peut pas dire qu'il y a des effets significatifs du côté des pratiques pédagogiques, c'est-à-dire sur ce qui concerne l'essentiel de l'acte éducatif, ce qui se passe entre le maître et l'élève, ou la maîtresse et l'élève. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enseignants ou des enseignantes qui s'impliquent dans les cités éducatives, et on a identifié toute une série d'enseignants et d'enseignantes qu'on peut qualifier comme des innovateurs. Alors, ce sont des individualités, des personnalités qui sont tout à fait volontaires, mais qui avant même les cités éducatives, étaient déjà acquises à l'idée du partenariat, à l'idée de l'innovation, à s'inscrire dans une logique de projet. Et donc, pour ces personnels éducatifs de l'éducation nationale, les cités éducatives, c'est effectivement une opportunité pour mettre en œuvre des projets. Et ce sont en même temps des acteurs et actrices de l'éducation nationale qui se distinguent de leurs pairs par le fait qu'ils sont porteurs d'un certain nombre de convictions en matière de pédagogie ou d'approche éducative. Mais, je le redis, le cœur du métier de l'enseignement n'a pas été bousculé, n'a pas été transformé par les cités éducatives. Une dernière remarque, donc de l'autre côté, si on regarde maintenant les structures partenaires de l'école, et en particulier les structures de l'éducation populaire, là non plus, on n'observe pas d'effet vraiment marquant de transformation des pratiques éducatives. La principale plus-value des actions, c'est accroître le nombre de bénéficiaires, c'est consolider les moyens existants, mais on n'a pas vu que les professionnels de l'animation, de l'éducation populaire qui évoluent au sein de ces structures ont développé de nouvelles approches ou de nouvelles techniques d'intervention auprès de leur public habituel. Donc, en conclusion de ce point, on pourrait dire qu'on a affaire à une complémentarité entre ce qu'on appelle souvent l'éducation formelle d'un côté, l'éducation non formelle de l'autre, mais on n'assiste pas véritablement à l'émergence, à la fabrication d'une culture commune, de référentiels communes, en particulier entre les acteurs scolaires et les acteurs non scolaires. Et ça a été dit tout à l'heure avec l'exemple des formations, c'est pourtant à travers ça qu'on pourrait transformer les pratiques des deux mondes professionnels. Donc merci beaucoup pour ces compléments et l'enrichissement de la réflexion. Donc voilà, vraiment en deux mots, on note un élargissement de l'offre avec un déploiement plus large sur des territoires ou sur de nouveaux établissements. Par contre, des évolutions qualitatives de l'offre qui sont un petit peu plus mesurées, mais qu'on peut repérer au niveau de certaines actions. Des effets leviers aussi qui ont été évoqués, donc des postes de coordination, enfin voilà, de l'ingénierie qui vient renforcer en fait le côté transversal du travail. On a également les formations interprofessionnelles qui ont été évoquées, voilà, du côté de l'offre et du côté des pratiques professionnelles, donc des évolutions plutôt mesurées également, mais qui concernent cependant un public converti. Et puis peut-être que vous pourrez en échanger avec Marie-Charlotte, mais qui a pu repérer sous certaines conditions bien spécifiques aussi des évolutions comme ça de référentiels éducatifs qui étaient très intéressants. Donc je suis désolée, je crois qu'on est assez contraint au niveau du temps et qu'on a déjà dépassé l'heure, donc on va prendre seulement 2 questions, mais voilà, les intervenants pourront répondre à vos questions également lors des tables rondes. Mais en tout cas, on prend déjà 2 questions si vous avez des questions. Merci. Oui, monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou... On vous écoute en tout cas. Merci. Ah, il y a un micro qui arrive, je crois. Voilà. C'est le monsieur qui est là. Merci.
Bonjour, Monsieur Malid Soufiani, chef de projet de la cité éducative de Kawini, à Mayotte. Donc en fait, moi, la question que je me pose, c'est par rapport à l'évaluation. Est-ce qu'en 3 ans, c'est un temps assez pour justement voir en fait évaluer en fait les effets? Parce qu'en fait, pour moi, 3 ans, ça reste quand même assez court. Alors, est-ce qu'on prend aussi une deuxième question? Comme ça, on a les 2 questions et on enchaîne. Mais merci pour votre questionnement. Bonjour, moi je voudrais marquer la différence que vous avez exprimée entre modifier l'offre éducative et les pratiques éducatives. Là où ça me semble grave de ne pas modifier les pratiques éducatives, c'est que si les cités éducatives venaient à s'arrêter, en tout cas leur financement, quelle trace resterait dans le fonctionnement par la suite si on n'arrive pas à modifier vraiment ce lien existant entre les acteurs hors éducation nationale et les acteurs éducation nationale? Très bien, donc merci beaucoup pour ces 2 premières questions. Alors peut-être je vais juste dire quelques mots rapides et puis je passerai le micro. Mais sur le temps de l'évaluation, oui, 3 ans, mais on est toujours sur des temps qu'on trouve trop courts pour les évaluations. D'autant plus que là, il est vrai, il s'agissait des 80 cités de la première vague. Donc on était aussi dans un contexte sanitaire compliqué. Je pense qu'elles ont aussi un petit peu, entre guillemets, essuyé les pots cassés du commencement d'un programme avec les choses qui se mettent en place progressivement. Voilà, néanmoins, c'est vrai qu'au cours de ces 3 années, je pense que les équipes d'évaluation ont pu voir aussi les évolutions dans la constitution des alliances éducatives ou des actions coportées. Donc voilà, c'est pas une évaluation, enfin, je veux dire, qui doit s'arrêter aujourd'hui. Hein. La réflexion, elle continue, mais je pense que ces 3 ans nous ont quand même permis de comprendre les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le déploiement de ce programme. Je vous laisse compléter peut-être. Je dirais que sur une période de 3 ans, ce qu'on a pu faire de manière assez précise et concrète, c'est d'étudier à la fois les conditions de mise en œuvre des cités, les freins rencontrés au niveau stratégique, au niveau opérationnel. On a pu aussi... l'évaluation, en fait, c'est produire de la connaissance sur un sujet et ensuite porter un jugement. Et donc, au-delà de l'étude des conditions de mise en œuvre des cités, on a aussi pu porter un jugement sur la pertinence de ce qui était proposé. Est-ce que ce qui était proposé correspondait à des besoins, des attentes, à la fois des familles, mais aussi des différents partenaires, parties prenantes. Et puis au-delà de la question de la pertinence, on a pu aussi étudier la cohérence, c'est-à-dire des projets des cités, c'est-à-dire dans quelle mesure les objectifs affichés se renforcent les uns les autres, ou bien sont juxtaposés et segmentés, et puis dans quelle mesure aussi les moyens affichés, les moyens proposés étaient suffisants pour atteindre les objectifs. Donc finalement, on a des apprentissages qui sont assez intéressants, je pense, pour nourrir le pilotage même des cités et la manière dont les acteurs peuvent collaborer ou pas entre eux, en proposant notamment des pistes ou des points de repère, si vous voulez, sur la manière dont notamment ils se perçoivent les uns les autres. Après, ce qui a déjà été dit aussi, c'est qu'on n'a pas du tout étudié, ou très peu, finalement, l'efficacité, l'impact sur les familles. On s'est davantage concentré sur les professionnels, dans quelle mesure leur pratique avait pu évoluer et dans quelle mesure, effectivement, leur relation au niveau sur le terrain avait pu changer. Donc à la question de savoir quelle trace peut rester si demain les financements s'arrêtent, pour l'instant, moi je vois 2 choses. La première, c'est qu'on a quand même des pratiques partenariales quand on parle de pratiques éducatives, il y a aussi l'action des pratiques partenariales. Des acteurs ont construit des automatismes, se connaissent mieux les dispositifs, etc. Et là où il y avait déjà une culture forte partenariale, les choses font plus pérenniser et continuent, mais là où il y en avait peu, de nouvelles façons de faire territoire apparaissent. Et ça, si demain les financements s'arrêtent, les gens vont continuer à pouvoir aiguiller des publics, se coordonner en même temps quand il y a des événements sur le territoire. Donc il y a ces cultures, ces pratiques partenariales-là, elles sont semées et elles sont en train de grandir. Et la deuxième chose qui me paraît intéressante aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut le dire, il y a de nouveaux formats d'activités qui ont été testés. Je l'ai évoqué tout à l'heure. De l'individuel, du ludique, du participatif, etc., etc. Et que si on veut que ça reste ensuite sur le territoire, il y a un véritable enjeu de capitalisation. De capitalisation à l'échelle nationale et de capitalisation à l'échelle des cités. Qu'est-ce qui a été testé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné? Et je pense qu'il y a vraiment un vrai défi là-dessus de capitaliser et de rendre visible et lisible des formats d'action qui auraient justement marché, à quelles conditions.
Donc l'évaluation apporte des éléments là-dessus, je pense, des premiers éléments, mais le travail reste à mener. Oui, ce qu'on peut dire en réponse à la première question sur la crise sanitaire, c'est qu'effectivement, les cités éducatives, leur lancement a été évidemment bousculé, percuté par les confinements, couvre-feu, etc. Que dans pas mal de cités, il y a des actions qui n'ont pas pu se mettre en œuvre. Mais en même temps, je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est qu'on a été très marqué par l'importance des phénomènes de turnover au sein des structures et au sein des administrations. Et du coup, le fait de prolonger un programme n'est pas en soi une garantie de son inscription durable, parce qu'à chaque fois que quelqu'un quitte son poste, que quelqu'un prend ses fonctions, il faut se former, il y a tout un travail d'apprentissage à ce que c'est qu'une cité éducative, et donc les effets à long terme sont en permanence fragilisés par ce phénomène qui devient absolument massif dans les quartiers populaires en particulier, ou dans les communes populaires, du turnover, parce que tout simplement les métiers ne sont pas suffisamment attractifs. Et pour répondre à la question de madame, peut-être que c'est grave ou dramatique que les cités éducatives soient en deçà de leur ambition en matière de transformation des pratiques, mais à titre personnel, je considérerais comme tout aussi grave le fait de supprimer des financements qui aujourd'hui sont devenus absolument essentiels pour toute une série de structures qui en dépendent fortement. Et donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est dans un programme qui, dans une large mesure, se substitue aux moyens de droit commun. Et rien que pour cela, il est absolument essentiel que ce programme soit pérennisé. Deux mots. Non, sur 3 ans, il faudrait y passer 1 heure quasiment pour répondre là-dessus. Parce que c'est à la fois, souvent on évalue avec un recul qui est potentiellement beaucoup moins grand. Et en même temps, c'est certainement pas assez long. C'est sûr que si on va sur les pratiques professionnelles, 3 ans à l'échelle d'un territoire, c'est quand même assez court. Si on est du côté des jeunes, ça serait intéressant, mais on n'est pas été dans une logique là de regarder un groupe de jeunes et de le suivre pendant 3 ans, ce qui aurait permis d'avoir un peu ce regard-là. Sur la deuxième question, je la trouve vraiment intéressante. Ça laisse quelle trace? Ça donne envie d'y réfléchir plus fort. Finalement, c'est la compétence de qui, cette histoire-là? C'est un peu la compétence de tout le monde, mais de personne en particulier. Donc, moi, je pense si ça s'arrête demain, les choses continueront. Le monde, il ne va pas s'écrouler, les territoires, ils ne vont pas s'écrouler. Mais par contre, il y a un terme qu'a utilisé Emmanuel tout à l'heure, je suis à peu près persuadé que si ça s'arrête, dans 5 ans, les gens auront la nostalgie de cette fiction nécessaire qui était les cités éducatives. Parce que, mine de rien, faire alliance éducative, c'est quand même qui peut ne pas vouloir faire alliance éducative. Donc un dispositif qui soutient ce vœu-là, il est quand même précieux à l'échelle d'un territoire. Et si je vais sous l'angle qui était le nôtre sur l'insertion, emploi, orientation, je trouve quand même intéressant, on a, alors les contrats de ville changent, mais sur les contrats de ville qui se terminent, on avait un volet éducation, on avait un volet emploi, développement économique, donc les choses étaient assez tranchées, charge à ces tranches-là de se rencontrer. Et là, avec les cités éducative, on avait quelque chose qui nous invitait à réfléchir l'insertion pro de quelqu'un qui est un jeune adulte dès le collège quelque part. Et ça, de mettre cette perspective-là, elle est assez intéressante. J'espère avoir fait un petit happening pour cet après-midi aussi, parce que c'est ce dont parlera France Stratégie notamment. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Frédéric, je vous laisse la parole peut-être. Merci. Bon, ça va être rapide. Encore désolé de ne pas avoir pu prendre plus de 2 questions, mais comme ça a été dit par Tana, comme on reviendra, on va bisser toutes les thématiques autour des tables rondes. Vous aurez l'occasion, dans le cas des tables rondes aussi, peut-être d'interroger les intervenants.